Où étiez-vous il y a 30 ans? À 30 ans, j'étais non pas à la concurrence, mais je travaillais à Lausanne déjà aux éditions L'Âge d'Homme. Donc j'étais déjà très familier avec les domaines slaves, mais qui étaient des domaines plutôt classiques. Alors que ce qu'a Vera Michalski a apporté, c'était le domaine de la littérature contemporaine. Donc c'était cette époque-là, mais elle était articulée pas seulement à des personnes, pas seulement à la littérature, mais aussi à la politique, parce que c'était l'époque importante de Solidarność et donc d'une école de civisme qui, je ne suis pas le seul à avoir été remué et avoir beaucoup appris justement de ce mouvement-là. Les Voix d'Iache, donc mon dernier livre, est un livre qui trouve sa place dans le catalogue de Noir sur Blanc, mais qui est un livre qui touche beaucoup plus à la Roumanie. Donc, mais ce n'était pas le premier livre que j'écrivais sur la Roumanie, mais là c'est un livre qui touche beaucoup à l'histoire d'une communauté juive depuis on va dire depuis le XVIe siècle jusqu'à l'époque des pogroms et des massacres. Oui. Quelle est la raison pour laquelle vous avez souhaité enquêter spécialement sur ce pogrom de 1941 notamment? L'une des raisons, la raison fondamentale peut-être, c'est ma famille, c'est-à-dire mon grand-père est né dans cette ville de Iași et ses frères et sœurs, et ça veut dire que mes arrière-grands-parents venaient de cette famille, mais tout cet aspect-là était occulté par mon père. On venait de nulle part, on était des petits Français tout à fait, et tout cet aspect-là de la famille, et c'est en recherchant comme ces saumons qui recherchent absolument le lit, à retourner là où ils sont nés. Il a fallu que ça s'est fait comme ça, c'est moins un effort de la volonté, je pense que c'est quelque chose en nous. J'ai retrouvé ça chez d'autres personnes qui, à tout prix, malgré les obstacles, malgré les discrédits, malgré les silences, arrivaient à remonter le courant jusqu'à une source non pas où ils pouvaient mourir dans cette source-là, mais ressortir avec une identité plus trempée par celle des ancêtres et de l'histoire qui les avait fabriqués. Le premier livre publié il y a 30 ans aux éditions Noir sur Blanc était un ouvrage de Joseph Chapski. Oui. Que représente cet écrivain pour vous? Pour moi, c'était un ami, un maître avant un ami. C'est un homme qui m'a énormément ému, que j'ai fréquenté, auquel j'ai consacré un ouvrage après son décès. C'est l'école absolue de la modestie, de l'entêtement et de l'audace, à travers une peinture qui a pris sans cesse plus de liberté. Voilà, c'était cet homme-là et un homme qui ne m'a pas semblé dans mon parcours aucunement typique par rapport à d'autres personnes de l'émigration, de l'intelligentsia polonaise, avec des gens beaucoup plus sûrs d'eux. Joseph Chapski était un être qui, jusqu'à quasiment la fin, doutait de ce qu'il faisait et avançait, et en même temps c'était un être de lumière. C'était une magnifique personne, donc le baptême de cette maison d'édition Noir sur Blanc avec ce premier livre sur quelqu'un qui m'était très cher, que j'allais voir à Paris, enfin à Maison Lafitte plutôt. Je ne pouvais pas résister voilà, le courant était ouvert pour moi de mon côté vis-à-vis de Noir sur Blanc. Parler d'un homme, d'une femme que vous admirez énormément, c'est prendre le risque de faire une hagiographie, de l'abstraire, et c'est pourquoi j'ai tout de suite souhaité rompre ce risque-là en intégrant dans ce portrait la chronique de notre amitié, non pas pour montrer que j'étais un ami de Joseph Chapski, personne n'en a rien à fiche, mais pour le montrer en interaction. Montrer comment il réagissait à un individu qui était jeune à cette époque-là, comment il le conseillait dans ses lettres, comment pour moi il est devenu cette lumière. Il n'était pas une lumière parce qu'il était une lumière, il était une lumière parce que j'ai vu cette lumière, parce que la fréquentation m'a laissé accéder jusqu'à cette lumière. Outre le fait que je l'admirais comme peintre, outre le fait que je l'admirais aussi comme une personne qui a beaucoup fait pour la Pologne, pour les Polonais, pour les officiers polonais qui avaient été tués à Katyn, mais ensuite pour les Polonais. Lui était en exil, il ne retournerait jamais dans son pays, mais il était extrêmement attentif à tout ça. Et il témoignait à travers la revue Cultura. J'ai eu des exemples, peut-être avant la Russie et peut-être avant la Roumanie. C'est sans doute les figures
de la diaspora et de l'intérieur civique polonaise qui m'ont beaucoup appris sur le sens de la solidarité, de l'entraide et si possible de la générosité, si possible. Où serez-vous dans 10 ans? Je serai en chemin. Dans la forêt? Je peux être dans la forêt, je peux être ailleurs, je peux être en chemin, en métamorphose. Mais peut-être pas seulement en métamorphose, peut-être qu'avec des fidélités quand même aussi. Vous vivez où? Je vis depuis 17 ans, bientôt je vis dans une ferme au-dessus de Moudon, c'est-à-dire au-dessus d'une petite ville dans le canton de Vaud, dans un domaine qui est fermé, qui est une ferme qui appartient à un domaine qui m'a été loué. Et je resplendis tous les jours dans cet endroit que certaines personnes ne voudraient pas connaître ou dans lesquels des personnes ne voudraient pas habiter parce qu'il y a évidemment l'hiver, il y a de la neige, il y a là. Mais c'est splendide. C'est au Québec-Labrador, je crois, que vous avez appris à éprouver la forêt. Ça signifie quoi? Absolument, la forêt m'est rentrée dans la peau. Mais curieusement, elle m'est rentrée dans la peau. J'ai passé une année, un peu plus d'une année, dans la proximité des Inuits, ceux qu'on appelait les montagnais, c'est-à-dire des Indiens du Québec-Labrador, à travers 3 réserves pour essayer de sentir, comprendre qu'est-ce que c'était qu'être Inou et qu'est-ce que c'était qu'être Inou au XXe siècle. Et effectivement, une bonne partie de leur vie aujourd'hui se passe dans les réserves. Ce n'est pas leur choix, c'est la contrainte de l'État fédéral. Mais enfin, il y a encore des familles qui se déplacent dans le bois. Et donc j'ai pu vivre pendant plusieurs mois aussi dans la forêt, dans le bois, et principalement en hiver. Et à suivre ces personnes, la forêt m'est vraiment effectivement rentrée très fort dedans. Jusqu'au jour où ensuite j'ai vécu à Zurich, pendant que j'écrivais ce premier livre sur les Inuits, ce livre sur les Inuits, je me promenais dans la forêt et je sentais très fort à travers par exemple l'odeur du feu et des odeurs végétales, je sentais leur présence, la présence des Inuits. Et puis il s'est passé un pas suivant, les Inuits sont devenus la forêt et la forêt sont devenus les Inuits. Et à un moment donné, ce qui vient qu'à un moment donné, j'ai eu besoin, après avoir vécu aussi en Guyane, chez les Indiens Kalinia, puis à Touva en Sibérie, aussi chez des nomades, j'ai eu besoin, l'énigme restait, c'est-à-dire, tant que j'étais avec ces personnes-là, je ne pouvais pas m'intéresser à moi, à mon sentiment ressenti par rapport à la forêt, mais je sentais que la forêt était très forte et à un moment donné, j'ai renoncé à tout travail ethnologisant pour aborder directement la forêt comme contemplant sa aventure sans armature, avec juste un crayon, un papier, et voilà. Ce sous-titre est la célébration du vivant, c'est sous toutes ses formes, qu'elles soient végétales, animales, culturelles, spirituelles, le miracle de la vie. Ce miracle de la vie qui est célébré à travers des apprentissages sans phare, des apprentissages on part d'un insecte. En fait, finalement, c'est ça, on part d'un insecte et on finit dans des dimensions beaucoup plus vastes que j'ai poursuivi que dans un livre qui paraîtra, puisque cette démarche s'est arrêtée à un moment donné, forcément, fatalement, et c'est une démarche qu'ensuite j'ai eu besoin d'approfondir dans un sens tout à fait où la terre reste la célébration, mais où le désastre par rapport à cet environnement apparaît beaucoup plus que dans le premier volume. Les Indiens vénèrent des esprits maîtres. Est-ce que vous avez été le témoin de manifestations de ces esprits maîtres? Oui, ça serait un peu long. J'ai effectivement été témoin une fois une fois de ces esprits maîtres en Guyane. C'était une chose absolument étrange. Si je peux dire, je ne sais pas si c'est un esprit maître, mais enfin, voilà, une nuit, sur la route entre le village où j'étais avec ces Indiens, avec mes amis indiens, je vais à Kourou et en pleine nuit, les phares, tout le monde dormait dans la voiture, sauf naturellement le conducteur et moi, et je vois un personnage qui avance à contresens, habillé en blanc, très blanc, mon premier réflexe était de me dire mais pauvre homme, les phares ont dû l'éblouir. Et je me suis souvenu ensuite qu'en fait cet homme avait des cheveux blancs qui lui couvraient complètement le visage. J'étais totalement stupéfait, je ne savais pas très bien ce que faire, je n'ai pas parlé de ça. Et le soir j'en ai parlé à ses amis en disant oui, ce matin dans la voiture,
tout de suite, ils ont appelé d'autres personnes et ils m'ont dit à quel moment tu as vu ça, où c'était. Ils m'ont dit oui, effectivement, là, il y a un esprit. Mais que faire de tout ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une autre aventure que vous souhaitiez nous confier? Une petite fille qui, un jour, un grand-père, les chemins, ce qu'on appelait les chemins de portage, c'était les chemins que les Indiens, les Inuits, empruntaient quand la rivière était trop forte. On sortait le canot et on marchait, on prenait le canot et tout ce qu'il y avait pour la saison, pour les quelques mois qu'on partait, et on portait ce canot. Il y avait un chemin qui se transmettait de père en fils, des générations et des générations, et qui était par là toujours dégagé, ce qui n'est plus le cas depuis la colonisation du Québec. Et donc ce chemin était complètement dévasté, enfin pas dévasté, mais avec des herbes, et un vieux a demandé à ses petits-enfants de nettoyer ce chemin. Et ils ont nettoyé ce chemin, et le dernier jour, la petite fille Tamisan qui allait sur le chemin, toute heureuse, marchait devant les anciens, et tout d'un coup elle s'est arrêtée, elle s'est précipitée, elle a eu très peur, elle est venue vers son grand-père et lui a dit j'ai vu un vieux au bord du chemin, il était assis et il souriait. Et là encore, voilà, le vieux lui expliquait mais c'est pas un fantôme, c'est un esprit. Et les esprits sont contents qu'on ait dégagé le chemin. Mais que faire de ça? Que peut-on nous faire de ça? Je ne sais pas. Mais ça existe, c'est là. Dégager le chemin. Voilà, dégager le chemin. Honorer les ancêtres.